Une citation d'Épictète d'Éphèse, philosophe contemporain de Platon, qui avait disserté sur les parcours. Ça n'est pas Jean-Michel Garry qui me contredira. Et selon lui, alors je vais le citer dans son ouvrage « Des routes et des chemins », il avait érigé cette maxime restée célèbre « Va tout droit, mais n'oublie pas de tourner dans les virages ». Et c'est justement de trajectoire qu'il est question. Nous allons en parler avec nos invités. Jolie maxime. « Va tout droit, mais n'oublie pas de tourner dans les virages ». Dieu sait que c'est encore d'actualité. Qui mieux qu'elle pour nous ouvrir la voie avec un sens inné du partage? Elle dresse sa vie en ouvrant le champ des possibles. Nul obstacle ne l'arrête. Verity Smith est avec nous. Elle va nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir. Voilà, Verity est avec nous. Elle va monter sur cette scène et on va l'accueillir. Vous pouvez encore l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Verity qui va s'installer ici, à côté de moi. Voilà. Yes, voilà. Just here. Voilà. Ici. Voilà. On applaudit Verity, s'il vous plaît. Merci. S'ouvrir sur soi. S'ouvrir sur les autres, c'est un peu sa maxime. Nougaro chantait 4 boules de cuir. Et vous vous souvenez, il disait boxe, boxe. Lui, c'est fonce, fonce. Enoch Effa est avec nous. Merci Enoch d'être là. Applaudissez-le. Enoch, voilà, va s'asseoir ici. Et puis, plus que jamais, c'est le leader. Le leader en entreprise, le leader tout court qui montre la voie, loin du politiquement correct, plus près de l'authenticité. Et la patronne d'Orange Business Services voit la vie en rose. Elle va nous dire pourquoi elle est avec nous en images. Bonjour Aliette Mounier-Lompré. Bonjour Aliette. Et là, normalement, vous m'entendez? Ça marche. Oui, bonjour Aliette. Alors, on t'entend. Merci d'être avec nous. Je vais me mettre de ce côté-ci. Et nous te voyons. Voilà. Voilà, on peut applaudir Aliette qui est avec nous. Merci Aliette d'être avec nous à distance et d'avoir tenu, malgré la situation actuelle, à être des nôtres aujourd'hui. On parle de trajectoire, je le disais en citant Épictète d'Éphèse. Verity, je vais vous donner un micro. Le voilà. Voilà. On parle de parcours, de voyage individuel. Parlez-nous de votre trajectoire à vous, Verity. Bonjour en première. Français, c'est mon deuxième langue, donc désolée si j'ai fait des petites erreurs, mais voilà. Donc, je suis une cavalière internationale et je suis non-voyante et je concours contre les valides et aussi je suis une chanteuse et un écriteur. Et j'étais née avec les yeux parfaits. Donc, j'étais complètement voyante quand j'étais née. Et j'ai tombé en amour avec les chevaux quand j'avais 3 ans. Et puis, j'ai décidé que dans mes rêves, je veux être le meilleur cavalier d'obstacles du monde. Et c'était prévu, c'était mon destin. Et j'étais très déterminée quand j'étais enfant. Et malheureusement, quand j'avais 5 ans, j'ai tombé très, très malade avec une méningite encéphalite. Et à cause de ça, j'ai perdu ma vue. Et c'était un choc à la famille et à tous. Mais pour moi, honnêtement, c'est quelque chose qui pas m'embêtait trop parce que j'étais un enfant. J'ai eu cette innocence de perception. J'ai pas la capacité de penser conventionnellement, j'ai pensé différemment. J'ai pensé, oui, je suis non-voyante, mais ça va, j'ai des autres sens et je peux explorer le monde avec mes autres sens. Donc, mon identité, c'était pas créé dans le béton à cet âge. Et ça, c'est le cadeau, je crois, d'enfance. On a la possibilité de voir des choses différemment. Et oui, j'ai perdu ma vue, mais j'ai gagné ma vision. Et d'être non-voyante, d'être aveugle, me permet de focaliser sur mes talents. Ça veut dire que je suis devenue plus focalisée sur les choses que j'ai voulu faire. On va y revenir, Verity. Moi, je voudrais que on se livre tous à un petit exercice et qu'on soit vraiment
dans l'exercice complet, de continuer ces échanges-là en fermant nos yeux. On va tous fermer les yeux. Et je me tourne vers toi, Enoch, et tu vas nous... Ferme les yeux, hein, à nous parler aussi de ton parcours. Je parlais de la boxe tout à l'heure. Raconte-nous comment cette passion est devenue une manière pour toi d'aller vers les autres, de t'affirmer. Les yeux fermés ? Oui, si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Bien près du micro. Bien près du micro. Tout le monde m'entend ? Parfait, oui. Bon. Aliette aussi ? Aliette, c'est bon pour toi ? Écoutez, en tout cas, mon parcours avec la boxe s'est fait de manière un peu paradoxale parce que j'aime pas les coups, j'aime pas la violence. Et mon combattant préféré, celui qui m'a marqué, ça a été ma mère. Quand on lui a annoncé en fait qu'il lui restait 6 mois à vivre, j'ai vu cette dame qui était fière de ses formes faire des abdos. Alors je hurlais de rire parce que vous voyez une maman africaine faire des abdos au départ, ça vous décontenance un peu. Je la vois prendre des cours d'alphabétisation parce qu'elle avait tout un langage sur l'indépendance, l'accès à la connaissance, la chance qu'on a de vivre en France. Elle avait toutes ces phrases du type « t'auras des frères et des sœurs de valeur, mais pas des frères et des sœurs de couleur ». Elle avait toutes ces choses en fait autour de qu'elle disait à mes cousines, il faut toujours suivre ses rêves, mais pas suivre un homme. Bon, moi j'étais censé être l'homme de la famille plus tard. Et quand elle est partie, quand elle est montée au ciel, je me suis retrouvé en fait à devoir trouver des moyens de continuer à rêver, de transmettre le flambeau et d'avoir une situation sociale meilleure. Et par le biais de la boxe française, on pouvait accéder à un institut qui s'appelle l'INSEP. Je dis à mes amis, mes frères, ceux avec qui je restais souvent dans les boîtes aux lettres, qui étaient défendus par ma mère, défendus de rester en bas bien sûr, je vais devenir champion du monde en 5 ans, je retournerai en cours et je récupérerai ma sœur où nous étions placés à l'aide sociale enfance. Et quand j'ai vu la scène de rire, le scénario de rire, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse plus que devenir champion, à savoir diffuser des messages qui amènent des gens à entreprendre leur vie. Voilà, un boxeur citoyen, Enoch, et on va en parler tout à l'heure avec toi. Merci d'être là. Merci Aliette, merci à toi d'être avec nous. Tu diriges une des divisions les plus importantes d'Orange, Orange Business Service, toute cette division qui s'adresse aux grandes entreprises. Parle-nous de ce qu'évoque pour toi l'identité. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre, égalité, et puis fraternité. Dis-nous, par rapport à ton parcours, à ta trajectoire, ce que ça évoque. La question de l'identité, c'est pour moi une trajectoire particulière parce que moi je suis née. L'identité, elle est multiple, elle est complexe. Moi, je suis née, je dirais, au bon endroit, dans la bonne famille, au bon moment. J'ai eu une enfance extrêmement facile et sans m'en rendre compte, parce que quand on est enfant, adolescent, parfois on se pose peut-être pas toutes les questions qu'il faut, surtout quand on est du bon côté de la barrière. Finalement, je me suis pas beaucoup posé de questions sur ce sujet de l'identité et je me suis pas forcément rendu compte que j'étais finalement justement du bon côté de cette barrière. Et puis j'ai découvert à peu près quand j'avais une vingtaine d'années le fait que j'étais homosexuelle, que j'aimais les femmes. Et je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire finalement d'être dans une minorité, d'être dans une catégorie qui pouvait générer beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, parfois du rejet. Et j'ai finalement repris un peu le fil de mon histoire, de ma trajectoire, et je me suis réinterrogée sur ce que ça voulait dire finalement faire partie d'une minorité qui en plus est invisible et qui donc ne se voit pas au quotidien. Et puis j'ai intégré l'entreprise, j'ai intégré Orange à l'époque en tant que stagiaire en 2005. J'ai travaillé au sein de cette entreprise donc depuis plus de 15 ans maintenant. Et au début, je me posais là aussi relativement peu de questions en me disant que être homosexuel, c'était quelque chose qui était du domaine de l'intime, que j'avais pas du tout, ça n'avait rien à voir avec mes compétences, avec la professionnelle que j'étais, et donc que c'était un sujet qui devait être à côté de ma vie professionnelle. Et puis, il y a plusieurs événements dans ma vie professionnelle qui m'ont fait réaliser que finalement, on vit dans un monde qui est
extrêmement hétéronormé, que le fait de raconter son week-end quand on rentre le lundi au bureau, quand on est homosexuel, ça peut être très compliqué, ça peut générer des incompréhensions, ça peut donner l'impression qu'on étale sa vie privée, voire sa vie sexuelle, et ça peut être très difficile. Et toutes les statistiques montrent que c'est très difficile pour un certain nombre de personnes LGBT encore aujourd'hui, alors que finalement tous mes collègues autour de moi hétérosexuels n'avaient pas de problème pour le faire. Et donc j'ai pris cette décision à un certain moment dans ma carrière, plus récemment, de dire voilà, il faut que je sois visible, il faut que je parle de ce sujet-là, parce que il y a beaucoup de gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué, qui n'ont pas la même chance que moi de pouvoir parler de ça, pour qui c'est difficile, et j'ai cette responsabilité de prendre la parole sur le sujet. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, Aliette? Tu disais, voilà, il y a eu un moment donc, où il y a cette vision différente, j'allais dire, de la société, cette différence que tu as. Qu'est-ce qui a été le déclic en entreprise par rapport à ta trajectoire à toi? Alors, je pense qu'il y a eu 2 déclics décalés dans le temps. D'abord, il y a eu un premier déclic qui est en tout début de carrière, alors que je naviguais un peu, j'étais jeune, donc je m'assumais pas forcément complètement, et donc j'essayais de surtout pas me dévoiler, de pas me mettre dans une situation où j'aurais à parler de ma vie personnelle. Et puis je me suis retrouvée un jour à table avec 10 collègues autour d'un déjeuner, face à un de mes managers de l'époque, mon N+2, qui a fait des commentaires homophobes assez violents. Et la conversation m'a amenée à me dévoiler. Et c'est vrai que ça a été une première rupture, ou un premier moment important où je me suis dit, voilà, j'ai le choix entre me cacher ou m'affirmer. Il n'y a pas forcément complètement d'entre-deux, et il va falloir choisir de quel côté je veux être. Et puis ensuite, il y a eu de nombreuses années qui se sont passées. Je m'étais promis de jamais mentir sur ma situation, mais j'étais pas dans une attitude extrêmement proactive à prendre la parole sur le sujet particulièrement. Et j'ai eu une deuxième prise de conscience un peu plus récente. J'ai vu des statistiques passer. Il y a par exemple l'association L'Autre Cercle qui fait régulièrement des études et qui montre des statistiques sur le fait que typiquement, on a quasiment une personne LGBT sur 2 en France aujourd'hui qui se cache au travail, qui n'est pas visible. Alors qu'en réalité, il y a plus de 80% de ces gens-là qui souhaiteraient être visibles s'ils en avaient la possibilité. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, parce que ça a des conséquences très importantes sur la santé mentale de ces gens-là. Ça a des conséquences très importantes sur la performance aussi des entreprises. Hein. Si les gens peuvent pas être eux-mêmes, se sentent pas bien au travail, ça a énormément de conséquences, et on le voit là aussi dans toutes les statistiques. Et donc, je me suis dit que il fallait que je fasse quelque chose de tout ça. Merci beaucoup pour ce témoignage, Aliette. On parle de trajectoire, d'identité, qu'on affirme, qu'on réaffirme. Verity, tu nous disais tout à l'heure que tu as pris la question à bras-le-corps par rapport à ce que tu avais vécu, par rapport à la perception des autres. Tu parlais des autres sens que tu as développés. Tu t'es préparé progressivement par rapport à ta cécité et une approche constructive aussi par rapport à ta passion pour le cheval. Oui, pour moi, quand j'ai perdu ma vue, les chevaux sont devenus vraiment mon sanctuaire. Quand j'étais sur le cheval, j'ai perdu complètement mon handicap. Je pouvais courir sans conséquence, c'était vraiment la liberté. Et j'ai compris que pour moi, la connectivité avec la nature et la connectivité avec le monde, sans ma vision, sans ma vue, actuellement, c'était plus riche que quand je pouvais voir. Et c'est ça que je suis triste pour les gens qui voient, parce que des fois, on était aveuglés par le visuel. Et ça, c'est vraiment un problème avec l'identité et tout ça. Pour moi, c'est l'identité de chacun, c'est exploré par les intimités des autres sens, le voix, le touche. C'est vraiment une différente manière à voir les choses. Et avec les animaux, avec le sport, pour moi, ma vue me permet de focaliser beaucoup sur mon performance de chaque jour, et ça traduire en la performance de sport. Donc j'ai eu la possibilité de vraiment utiliser toutes les choses que j'ai étudiées quand je suis devenue aveugle pour mettre toutes ces études dans la but de performance.
Et c'est vraiment quelque chose qui... J'ai aussi étudié que chacun n'est pas une île. On n'est pas isolé. En ce moment, on habite dans une vie super visuelle, super individuelle. Et on oubliait qu'on n'est pas toute seule. Et pour moi, à cause de ma vision, à cause de ma vue, j'ai la chance d'avoir la possibilité d'avoir le contact, la connectivité avec les autres gens. C'est important pour vivre. Et j'ai le besoin d'aide des fois. J'ai Luna, mais des fois, elle ne peut pas lire le menu, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, elle ne peut pas lire les panneaux. Donc, des fois, je dois demander des choses. Et ça veut dire que mon identité et l'identité des autres, c'est déconstructif. C'est plus flou, si vous voulez, parce que les rôles de chacun sont désarmés par mon handicap. Et quand j'avais 16 ans, je suis allée en école que pour les handicapés. Et c'était vraiment l'expérience qui a changé ma vie, qui a changé mon perspective mentale complètement. Parce que il nous manquait tous quelque chose d'anatomique. Mais nous faisions qu'un. Et on était vraiment, on a manqué un bras, une jambe, mais ensemble, on pouvait faire les choses incroyables en sport, en musique. On n'a jamais parlé d'handicap, on n'a que parlé de nos objectifs. Alors les objectifs, justement, tu le dis, tu parles de l'individu, de l'individualité, puis aussi du groupe, de ce collectif. Et donc, toi, justement, tu es là pour connecter. Alors c'est intéressant parce que vous faites des sports individuels et on parle de collectif. Raconte-nous la démarche que tu as eue avec les autres, avec les entreprises. Est-ce que tu proposes, fort de ton expérience, en fait? Alors d'abord c'est Enoch et après c'est toi, Verity. Ok, sorry. No problem. Mais en fait, est-ce que tu me laisserais 30 secondes pour me prêter juste un petit jeu, un petit exercice? Je me suis rendu compte, en fait, à travers ce que je vous partageais tout à l'heure, à savoir qu'il y a des frères et des sœurs de valeur et pas forcément des frères et des sœurs de couleur, qu'il y avait des personnes qui avaient pour défi d'être dans l'ouverture. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y a 28 intervenants, 5 femmes. Il y en a déjà 2, j'ai la chance, je suis déjà quasi dans la majorité. Et on est dans ce défi d'ouverture. Je vais juste vous proposer un jeu. Déjà, je posais la première question. Si je vous dis être championne ou être champion, qui lève le poing ici? Qui se reconnaît là-dedans? Le poing ou le doigt? Le poing, parce que le doigt, on n'est pas à l'école. Voilà. Ok, on a une championne. Quand je dis être champion ou être championne, le mot qui vient souvent, qui vous captive le plus l'oreille, c'est quoi? Ah, ok. Moi, j'ai dit être et champion. Souvent, la raison pour laquelle on ne lève pas le poing, c'est parce qu'il y a le mot champion. Alors que moi, je vous parle d'être. Donc, du coup, au fur et à mesure que je vais vous poser les questions, vous lèverez les poings si vous vous sentez concerné. Et vous allez comprendre. Tu peux aller à toi aussi, hein, toi à distance. Hein. Et vous allez comprendre, en fait, ma démarche, qui est juste celle-ci, c'est que je m'adresse à des champions et à des championnes du quotidien, mais qui souvent, de par notre éducation, notre culture, tout ce qu'on a, n'osent pas le vivre, n'osent pas le représenter. Donc alors, si je vous dis, par exemple, qui d'entre vous ici est amené à prendre des décisions incertaines dans un environnement mouvant, qui lève le poing? Parce que tout le monde va lever le poing, là. Qui se retrouve des fois à se dire, bah tiens... Tu fais l'unanimité, là. Hein, donc. Bon, bah vous pouvez vous applaudir, voilà, tout simplement. Donc en fait, quand je me suis rendu compte, à partir de mon premier dispositif, parce que mon premier enjeu, quand maman est partie, vous savez, j'ai 25 déménagements à mon actif, ma mère me protégeait du fait de rester dehors. Donc la première chose que j'ai faite quand elle est partie, c'était d'aller dehors. Donc je parlais, je conjuguais le verbe wecher à tous les temps, je passais du... marcher comme ça derrière maman à marcher comme ça. En fait, on peut changer du jour au lendemain, hein, dans un sens comme dans l'autre. Et je me suis rendu compte quand j'ai mis en place mon premier dispositif qui s'appelait Réveil matin, vu que mon premier défi c'était de me lever le matin. Ce dispositif proposait à des chefs d'entreprise ou à des personnes qui avaient leur boîte de venir connecter des jeunes en matinée. Et je me disais, bah tiens, au lieu de miser sur ce à quoi ils ressemblaient, on va miser sur leur potentiel. Tout comme Denis Adjel, quand il a misé sur mon potentiel de sportif pour dire bah tiens, tu as des messages à diffuser. On s'est retrouvé On retrouve un peu Moussa Camara, hein, tu te souviens, et vous qui êtes des habitués de DPA. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, à travers l'échange de savoir-être, en communiquant autour de valeurs, on arrivait à faire en sorte que sur le premier groupe de 15 personnes, là je parle de ça, c'est en 2006-2007,
11 avaient trouvé un emploi, une formation. Les groupes, ils étaient défragmentés, c'est-à-dire que ce n'était pas que des groupes issus de quartiers, parce que personne n'a le monopole de la misère. Vous aviez aussi des personnes qui sont issues de bons quartiers, mais qui ne savaient pas quoi faire. Ce que disait Aliette tout à l'heure, hein, quand elle disait qu'elle avait une problématique, et pourtant, Aliette, tu cochais toutes les cases, hein, le bon quartier, la bonne... voilà. C'est ça. Et il y a des personnes aussi, des fois, qui s'excusent d'être, entre guillemets, bien amenées. Et ça aussi, ça me frustrait aussi. Une culpabilité. Hein. Donc du coup, avec le sport, moi, on est tous en jogging. On a amené des personnes qui étaient en costard à passer en jogging et des personnes en jogging à passer en costard, avec du mouvement, en mettant des mots dessus. Tiens, on va développer ta capacité à te fixer un but, voir la différence entre un but et des objectifs, mettre en place des rituels gagnants. Et je me suis rendu compte petit à petit que c'était des sujets aussi qui étaient en entreprise. Après, pour terminer, pour laisser la parole, moi, je viens d'une génération où il n'y a pas la messe le dimanche, il n'y a pas service militaire, il n'y a pas... Alors, le sport, c'est 2 heures par semaine. En gros, le rapport à l'échec, il est un peu comme ça. Faire des efforts, il y a Internet, donc pourquoi tu vas faire des efforts ? Remercier ton prof, lui, il est là, c'est qu'il a raté, c'est pour ça qu'il est là. Il fait un boulot, il a 2 mois de... Donc, le seul endroit où tu te retrouves à éduquer les personnes, et en tant que chef d'entreprise, pour être monté jusqu'à 21 salariés, le seul endroit où tu te retrouves à éduquer les personnes, ceux qui ont pris le relais, c'est en entreprise. Ça va bien. Hein. Et celles qui se retrouvent du coup à miser sur des ressources, passer de je mise sur des ressources humaines à miser sur un potentiel humain, c'est en entreprise que ça se passe. Et du coup, tu te retrouves avec des personnes qui se retrouvent sur les bras avec des missions qui ne sont pas les leurs au départ. Et quand je m'adresse à des personnes qui du coup acceptent d'être challengées là-dessus, vous comprenez pourquoi ces sports qui sont dits individuels, en fait, sont des merveilleux sports collectifs pratiqués en individuel, parce que chacun des individus ici, on forme un collectif et on a un but, c'est de pouvoir oser rêver français. Alors ça nous va bien en entreprise. Et justement, ça résonne à tes oreilles, Aliette, hein, toi qui es leader, qui embarque un collectif. Donc tu nous disais comment tu avais révélé qui tu étais. Hein, ce sont des sujets qui sont d'autant plus prégnants que la vie pro, la vie perso sont vraiment en toute porosité. Comment est le leader, Aliette, au quotidien et comment tu réagis par rapport à ces sujets, l'authenticité, le politiquement correct, comment on trouve le juste équilibre? C'est vrai que tous ces sujets, ça pose la question du rôle de l'entreprise, de la frontière et du bon équilibre pour l'entreprise entre le fait que on garantit qu'on pose un cadre de tolérance, d'inclusion, qu'on favorise la diversité, et puis en même temps qu'on tombe pas dans une logique de militantisme politique sur des questions qui pourraient au contraire aller fracturer le corps social au sein de l'entreprise. Et moi, la manière dont je me suis positionnée, ou je me positionne par rapport à ça, c'est de me dire qu'il faut vraiment d'abord qu'on soit dans une logique d'inclusion. Et ensuite, en tant que leader, ce qui est vraiment important pour moi, c'est la question de l'exemplarité. C'est-à-dire que à partir du moment où au quotidien je vis ma vie en entreprise, je vis ma vie au quotidien telle que je suis et que je ne me cache pas, que je montre à mes collaborateurs. Aujourd'hui, Orange Business Services, c'est 28 000 collaborateurs dans une centaine de pays dans le monde, donc dans certains pays pour lesquels la question LGBT est par exemple très compliquée. Si moi je fais de ce sujet-là un sujet juste naturel, normal, qui n'est pas un sujet de militantisme, mais qui est juste un sujet comme un autre, et j'envoie un message à l'ensemble de mes collaborateurs en leur disant vous pouvez, si vous travaillez chez nous, vous pouvez être qui vous êtes, vous pouvez venir comme vous êtes au travail, et la seule chose qui compte, c'est les compétences. Alors les compétences, comment tu fais dans cette exemplarité pour pas tomber dans ce que j'appellerais le politiquement correct, où on a de plus en plus des raisons d'être, des grandes phrases qui sont énoncées. Voilà, il faut être dans l'inclusion collectivement, durablement. Voilà, comment est-ce que on agit et puis aussi autre question, comment on réagit les personnes maintenant qu'elles savent en fait dans l'entreprise? Alors, il y a plusieurs questions. Tout à l'heure, on a parlé des buts et des objectifs. Je crois que ce qui est très important, au-delà des déclarations d'intention, c'est, comme je le disais, déjà d'être exemplaire soi-même et donc de suivre les principes qu'on énonce, et surtout ensuite, sur, par exemple, les questions de diversité, de ne pas rester sur des grands principes, mais de se fixer des objectifs, de mesurer l'impact, de mesurer déjà l'existant, la situation, et ensuite de prendre des actions et de définir des plans d'action concrets et de mesurer l'impact de ce qu'on fait.
Et Par exemple, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que la question de l'exemplarité, elle est très importante. Tu me demandais comment les gens avaient réagi quand j'ai pris la parole sur le sujet de mon homosexualité. J'ai été finalement assez étonnée. Alors bien sûr, il y a toujours des réactions négatives. On vit dans un monde qui peut être assez violent, entre autres sur les réseaux sociaux. Hein, mais globalement, j'ai eu beaucoup de réactions très positives autour de moi de gens qui n'avaient finalement de près ou de loin pas vraiment de, comment dire, pour eux, le sujet LGBT n'était pas un sujet, mais qui se sont sentis autorisés sur d'autres sujets qui n'avaient rien à voir à se dévoiler ou à se sentir plus à l'aise. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de salariés de l'entreprise autour de moi qui n'étaient eux-mêmes pas LGBT, mais par contre qui étaient des parents, des frères, des sœurs, des tantes de personnes homosexuelles, et que ma prise de parole les avait aussi beaucoup aidés à pouvoir vivre ces situations plus facilement et pouvoir accompagner aussi les personnes de leur entourage. Je me tourne vers toi, Verity, par rapport à l'entourage, justement, par rapport à ce que tu vis. On voit l'importance du sport, on voit l'importance de l'équitation en particulier. Raconte-nous comment tu vis au quotidien ce travail de dressage, cette cohésion avec l'animal qui te fait avancer dans ta trajectoire. Et je sais que tu donnes des conseils en plus. Il y a toujours cette notion de partage, hein, que vous trois exprimez. La chose pour moi, la clé de succès, c'est une combinaison de deux choses. C'est la fortitude individuelle, mais aussi c'est la connectivité de l'équipe. Et avec moi, pour le sport que je fais, j'ai pris, quand je suis devenue aveugle, j'ai changé la discipline que j'ai fait en sport équestrien, et j'ai choisi une discipline que je pensais que je pouvais faire sans mon handicap, d'avoir une relevance sur mon performance sportif. Donc j'ai choisi dressage, c'est comme ballet avec un cheval, il n'y a pas des obstacles, il n'y a rien que je peux crasser, donc c'est déjà bien. Mais honnêtement, je crois que j'ai un avantage parce que je dois continuer fouler, je veux voir toujours les positifs. Pourquoi je peux faire ça bien avec ma situation? Comment je peux utiliser ça à mon avantage? Et donc, je compte mes foulées. Quand j'ai fait un pirouette, un passage, un piaf, c'est comme un ballet, on fait les figures entre les certains points. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai dit, OK, je peux le faire actuellement probablement mieux que quelqu'un qui peut voir parce que je suis vraiment connectée avec mon cheval. Mais la seule chose que je ne pouvais pas faire, c'est je ne pouvais pas voir les lettres autour de la carrière qui délimine les figures pour les juges. Donc, il dit, vous devez faire n'importe quel mouvement, figure, un pirouette entre 2 points. Et la précision, c'est très important pour les points. Donc, j'ai réfléchi et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, maintenant, j'ai une équipe autour de moi qui s'appelle les Scoobies. Et ils sont très connus dans le monde, mieux que moi dans mon petit monde de sport, parce qu'ils mangent tous en Concorde. Ils sont comme Scooby-Doo. Ils mangent tous les sandwichs qui sont là. Ils sont incroyables. Donc, mais c'est une équipe et il parle les lettres. Donc, il a le droit de que parler les lettres. Donc, quand j'entre dans la carrière, la Fédération internationale, il m'a donné le droit d'avoir cette équipe, mais il peut dire que la lettre. Donc, c'est A, 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 et puis j'ai une référence audio, pas visuelle. Et honnêtement, je ne peux pas gagner comme je fais contre la valide à ce niveau, à le top niveau, sans son assistance. Et le sport, souvent, c'est très individuel. Mais pour moi, c'est un peu comme en école. J'ai découvert que, oui, en école, on était le Frankenstein des étudiants. On était tous mélangés nos corps ensemble pour faire les choses. Mais on peut faire des choses extraordinaires quand on focalise et on orchestre nos talents et on fait les choses ensemble. Et ça, c'est une grande leçon pour moi. Et honnêtement, quand je vais dans la carrière de sport de Concorde, je gagne pour eux parce que je sais qu'ils sont là et la connectivité entre nous, c'est incroyable.
Et ça, c'est quelque chose que je crois traduire dans la vie perso, la vie de travail pour tout le monde. Parce qu'on pense toujours, on est individuel, c'est très individualiste, comme j'ai dit avant. On n'a pas toujours la conscience de voir qu'on a le besoin des talents des autres et au désir des autres. Et ça, c'est quelque chose que d'être non-voyante me permet de vraiment embrasser. Et ça, c'est très, très important. Et je crois, pour l'avenir, c'est très... Pour être le meilleur ce qu'on peut, on doit vraiment accepter qu'il y a des fois qu'on ne peut pas faire toute seule. On doit capitaliser dans nos amis, notre équipe autour de nous. Dans les connexions, je vois Enoch qui réagit par rapport à ça. C'est tout ce qui t'anime et qui te meut au quotidien. Raconte-nous, il y a eu des expériences à l'ambassade des États-Unis. Je trouve que c'est très formateur. Et puis je voudrais que tu nous parles encore plus amplement de Nokefa. Ok. J'ai ramené 2 choses. Ah, mais il est équipé, hein. Oui. Rappelez-moi qui se sentait concerné, avec qui j'étais en fraternité là tout à l'heure, qui avait levé le poing. Montrez-moi. Il y a des cadeaux. Il y a 2-3 personnes. Bon, bah, je sors pas le cadeau. Je vais vous faire. Je vais juste. Ça a été la première ceinture. Tu la vois, Aliat, ou pas, la ceinture là? Je sais pas où la montrer. Ouais. Ça a été mon expérience la plus nulle. Quand je me suis retrouvé seul dans ma chambre, à voir qu'en fait, ok, t'es champion du monde, mais maintenant, ça sert à quoi? Et du coup, je me suis rendu compte que ok, je venais de faire une prouesse qui partait d'un individu, mais c'était pour quelque chose de plus grand que moi. Plus grand que moi, ça a été ça. Ça a été le bleu, blanc, rouge. Ça a été ce fameux bleu, blanc, rouge dont je ne connaissais même pas la Marseillaise, où je me suis mis à apprendre la Marseillaise à 21 ans. Et à m'apercevoir qu'en fait, ça me servait la plupart du temps aussi à couvrir des sifflets, parce que je ne sais pas pourquoi, je représentais la France, mais je me faisais siffler à chaque fois qu'il y avait la Marseillaise. Et donc, je me suis dit, bah tiens, tu pratiques peut-être un sport individuel, mais il y a des gens qui ont cette valeur-là de se dire bon, on peut faire les choses ensemble, peu importe ce à quoi tu ressembles, ce qui va nous intéresser, c'est où tu vas aller. Donc du coup, il y avait le prisme aussi, parce qu'on est dans un pays très intellectuel, hein, c'est pas une critique, on a un point de départ, nous c'est le nôtre, et depuis tout à l'heure on est assis, on est là, ça bouillonne et tout. Je me suis dit, bah, je vais garder le prisme du mouvement. Je vais connecter des personnes qui vont oser, vous avez fait preuve d'audace tout à l'heure, et puis... Certaines m'ont ouvert les portes et m'ont permis de faire des exercices du type, bah tiens, en entreprise, qui a déjà entendu parler du mot SMART? Fixer un objectif, ok. Proactivité, il faut être proactif, il faut être proactif. Et quand il faut passer en action, en fait, tu vois que c'est juste des slogans. Bah tiens, je vais arriver, je vais te bander les yeux, tu vas montrer une cible, les yeux bandés, tu vas toucher à côté du visage de quelqu'un à 100 reprises sans lui faire mal. Là, on va parler de créer un environnement en confiance et de proactivité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, d'entreprise en entreprise, en passant par le mouvement, parce que le mot sport, ça fait un peu élitiste, mais par le mouvement, quand on expérimente et on incarne quelque chose, eh ben, ça a laissé plus d'impact. Que ces notions et ces valeurs devaient être mesurables. Par exemple, si j'ai une vision d'agir pour le drapeau, bah, quelque chose de très mesurable, est-ce que je connais la Marseillaise, tout simplement. Est-ce que j'en rougis? Bon, quand je rougis, ça se voit pas trop. Mais est-ce que je suis capable de venir au milieu du ring et de couvrir les sifflets? Voilà, il y a des choses, il y a des valeurs qui sont mesurables. Et petit à petit, ça a donné lieu à des programmes de formation, à des conférences. Ça, c'est Nokefa. Hein. Ça, c'est Nokefa. Autour de ce symbole que je suis allé chercher en Afrique de l'Ouest. Alors, donc, tout à l'heure, j'ai entendu Maître Malka s'exprimer. Et il y avait des choses sur lesquelles je me suis dit, bon, j'espère qu'on échangera plus tard. Parce il est là, il t'écoute. Hein. Et en Afrique de l'Ouest, mon premier voyage en Afrique, vu que la première question qu'on me pose, c'est laquelle? Tu viens d'où? Et quand je réponds, bah, je viens de Melun. Voilà, on sourit. Donc il a fallu un voyage en Afrique pour que j'aille dans un fort où on parle de l'esclavage. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont nous dire... la personne termine par ce contre quoi il faut lutter, c'est contre le racisme, mais pas contre les Blancs. Déjà, la première chose. Et l'autre chose qui m'a vraiment juste frappé, c'est que là-bas, le surnom qu'on m'a donné, ça a été Kellogg's. Parce que je suis arrivé, je dis, mais je suis ghanéen. Ils m'ont dit, mais non, t'es pas du pays où on mange des petits déjeuners? Les Kellogg's? Oui, toi, ce sera Kellogg's. Je suis reparti de ce pays avec un symbole qui représente dans Nokefa, c'est un symbole qui veut dire plutôt se battre que de se laisser en fait abattre, quoi.
plutôt être en mode challenge qu'être en mode victime. C'était un clin d'œil aussi à ma mère, parce que là-bas, quand le roi était capturé, c'était les femmes qui se battaient pour l'indépendance. À Accra. Hein. À Accra, justement. Et je me suis dit, je vais revenir ici. Dans Nokefa, je vais mettre les personnes en mouvement. Je vais inciter les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes pour qu'ils puissent miser sur le potentiel des autres. On en fait des programmes de formation et on laisse des défis, des challenges pour inciter au changement, parce que les mots, ça ne suffit pas. Il faut incarner. Et c'est ça, en fait, dans Nokefa. Et en dernier lieu, je rencontre de plus en plus de personnes qui veulent avoir de l'impact. Ok, ça vous dit d'être tutrice de jeunes qui veulent entreprendre, parce que de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un enjeu qui est en fait économique. Burkini, on a vu que ce n'était pas un sujet ni quoi que ce soit, c'est qu'à partir d'un moment, ok, tu te plains, tu as vu sur Internet que l'autre, peut-être, ok, tu veux pas monter ton média, tu veux pas savoir par quelles étapes passer. Et donc, il y a eu des rencontres improbables avec l'ambassade des États-Unis en France qui me subventionnaient jusqu'à ce qu'il y ait une limite, et je terminerai là-dessus, c'est que dans le mot insertion, comme je le disais tout à l'heure, comme si c'était que dans les quartiers défavorisés qu'on avait le monopole de la misère. La France, c'est pas que les quartiers défavorisés. Il y a aussi en zone rurale. J'ai aussi des personnes qui viennent du Vésinet, du Pec, de Chatou, qui me disent je te confie mon gamin, parce que à part se défoncer quand je suis pas là et moi je voyage, et ben du coup, on monte des groupes et je me rends compte que l'ambassade des États-Unis était plus sur le penchant insertion. Et en changeant le modèle économique, en passant par les budgets de formation et ainsi de suite, je pouvais être autonome et ne pas être condamné à mettre le mot seul insertion et faire en sorte qu'on puisse faire le projet que je porte aujourd'hui qui s'appelle Notre rêve français et qui m'amène à vouloir concourir pour devenir champion du monde à mes 40 ans et montrer qu'on peut oser rêver français. Voilà. J'adore. Hein, bravo. Merci. Aliette, à distance, tu écoutais avec attention, alors justement par rapport à ta trajectoire, par rapport à ce qui a été dit, et puis tes convictions, qu'est-ce que ce seraient les facteurs de succès? Comment toi tu promeus au sein d'OBS 28 000 collaborateurs, tu le disais, avec une empreinte mondiale, donc des appréhensions différentes de ces sujets-là. Dans le COMEX, déjà, tu fais bouger les choses et d'autres initiatives. Hein. Encore une fois, j'essaye juste de faire les choses de manière assez naturelle, de prendre la parole sur le sujet sans agressivité, dans une logique, comme je disais, plutôt inclusive. Et finalement, c'est juste en étant soi-même au quotidien. Et puis après, on organise chez Orange un certain nombre d'initiatives. Ça peut être des tables rondes, ça peut être des formations. Je crois que de manière générale, c'est très important d'aider à la prise de conscience de tout un chacun que les biais inconscients, ils sont présents chez tout le monde. Moi, je dis souvent que c'est assez intéressant depuis que je suis beaucoup plus visible en tant qu'homosexuelle. Malgré tout, à chaque fois que je suis face à quelqu'un et que je suis amenée à faire un coming out, parce que finalement le coming out quand on est homosexuel, c'est quasiment, je dirais pas que c'est tous les jours, mais ça arrive très très régulièrement. Chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, ça peut arriver. Et je me rends compte que quand je fais mon coming out, j'ai toujours tendance à anticiper comment la personne en face de moi va réagir. Et j'ai toujours des attentes qui sont et je suis parfois très surprise, c'est-à-dire que je vais penser que voilà, quelqu'un qui vient de Versailles va nécessairement avoir une réaction négative, que un jeune qui a l'air cool va tout de suite être très détendu sur le sujet. Et en fait, on est éternellement surpris de voir que la réaction des gens individuelle ne correspond pas nécessairement aux stéréotypes qu'on peut avoir. Et donc, je crois que c'est très important, dans l'entreprise comme partout, d'amener les gens, d'amener tout le monde à se questionner sur ses propres biais inconscients, sur ses propres stéréotypes, et puis de déconstruire ses propres biais pour voilà, avoir une approche qui soit un peu plus ouverte. Et ne serait-ce que mettre le sujet sur la table, encore plus quand on est dans une entreprise très internationale, très multiculturelle comme Orange Business Services, ça permet d'avoir un dialogue sur le sujet et puis d'amener tout le monde à se questionner au quotidien. On se questionne, on échange, on partage. Qui a des réactions, qui a des questions à poser à nos invités et qui veut donner son point de vue aussi, parce qu'on est là pour partager. Voilà, on va te donner la parole tout de suite. C'est Monsieur Fred qui arrive avec le micro. Merci. Didier Piclet d'Enoch Consulting et du Cercle du Leadership. Moi, je voulais tout d'abord féliciter tous nos intervenants depuis ce matin et ceux qui ont créé le programme, qui a un fil conducteur qui est absolument merveilleux. Alors, c'est plus une réaction qu'une question. Moi, j'ai eu la chance, à 23 ans, d'avoir été déclaré mort.
handicapé à 111% depuis, et j'ai failli être aveugle, j'ai perdu finalement qu'un seul œil. Et de fait, j'ai dû lutter, au moment où tu bouffes la vie par les deux bouts, contre tous les stéréotypes. On te met tout de suite dans une case en tant que tel. Et je trouve formidable, à travers tous les échanges de ce matin, c'est que finalement, on revient à l'essentiel, qui est l'enseignement. On a parlé d'école avec nos intervenants, et finalement, la violence est toujours précédée par l'ignorance. Quand on plonge un peuple dans l'ignorance, on peut tomber dans la barbarie, et on peut évidemment souvent revenir au rejet de l'autre. Mais l'ignorance, parfois de soi, et évidemment de l'autre. Et à travers tous ces exemples, puisqu'on a commencé comme ça avec Jean-Pierre, liberté, égalité, fraternité, ce qui est le plus important, bien sûr qu'il y a des luttes, hein, bien évidemment, mais le plus important, c'est être frères et sœurs en humanité. Et je pense qu'il faut veiller à ne pas faire trop peser sur les entreprises l'errance politique depuis plusieurs décennies à la capacité à faire des citoyens libres. Et donc le vrai débat de la journée, enfin pour l'instant, c'est celui de la capacité à assumer notre école fabriquant des citoyens libres. Et tous ceux que nous avons vus qui se sont succédés sur la tribune, évidemment, le sont et sont de beaux exemples pour ce projet, mais c'est un sujet aussi éminemment politique, car à force de tout faire peser sur les entreprises, eh bien, à un moment donné, on se trompe de débat. L'entreprise, comme ça a été dit précédemment, elle intègre des citoyens déjà, entre guillemets, formés. Donc, la préparation à l'amour en humanité, elle doit se préparer bien en amont. Merci. Merci Didier. Je voudrais on peut t'applaudir pour cette prise de position. Peut-être la chef d'entreprise qui est avec nous dans cette table ronde, en l'occurrence toi Aliette, tu peux peut-être réagir à ce qu'a dit Didier avec des notions de recrutement aussi. Hein, c'est des sujets. Oui, et puis la question bien sûr de l'éducation et du fait que l'entreprise bien sûr ne peut pas tout, qu'il y a énormément de choses qui se jouent beaucoup plus en amont, et que tous ces biens inconscients que je mentionnais, ils se construisent très très tôt dans la trajectoire des personnes. Et encore une fois, l'entreprise ne peut pas tout, donc le sujet est bien plus large que ça. Peut-être qui voudrait réagir aussi, Gilles, on parlait de l'éducation. Si tu veux bien réagir, ou quelqu'un veut apporter un complément. Verity, l'éducation, peut-être Enoch aussi, toi. Non, c'était peut-être pour compléter. Aujourd'hui, s'il y a une chose que le sport nous apprend, c'est qu'il faut s'adapter aussi avec le contexte qu'on a. On a des budgets formation, on est au cœur, en fait, quand on a une entreprise, de tout ce changement. Donc, du coup, on a ces occasions d'accompagner au changement en attendant ou en contribuant au fait que chacun reprenne ses responsabilités. Et c'est là où nous avons une force et un impact qu'il faut assumer maintenant et prendre cette responsabilité en se disant, bon, voilà, pour l'instant, on fait quoi? Voici le contexte. Le contexte, c'est celui-ci. C'est que là où on est obligé de former et d'accompagner les personnes aujourd'hui, c'est en entreprise. Et aujourd'hui, à l'extérieur, le contexte y est tel. En attendant que ça évolue, il faut qu'on puisse dealer avec ça. Et c'est ce que le sport a pu apprendre. Moi, les fois où je suis monté, par exemple, situation, je monte sur le ring, j'ai des cris de singe. Je fais quoi? Je vais prouver par le résultat. Je ne vais pas me mettre à manger une banane non plus. Là, ça va être la même chose. Et je ne vais pas non plus attendre qu'ils arrêtent leurs cris. Le contexte est celui-ci, faisons avec. Et en même temps, contribuer à ce que ça change. Verity? Oui, pour moi, l'éducation, c'est tout. Parce que honnêtement, les choses qu'on peut prendre, c'est énorme. On doit déshabiller les clichés. Parce que je crois que c'est pas... On doit être plus malléable dans nos impressions. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. Visuellement, on fait beaucoup de décisions. J'ai la chance de ne pas voir parce que je peux que réagir à les actions, les interventions des gens. Et je crois on fait beaucoup de préconceptions. Et l'éducation, c'est vraiment la manière à dire que penser différemment. Et comme vous avez dit, il y a le grand chose de fermer vos yeux et étudier vos amis et faire la connaissance de vos collègues
par des autres sens. Parce que puis on voit vraiment plus et on peut aller plus loin dans nos rapports. La force de la voix, hein, vérifie. Exactement. On peut cacher tout ça avec une jolie robe, mais on peut pas cacher derrière la voix. La voix parle toujours la vérité. On peut sentir quand quelqu'un est pas vrai, quand quelqu'un... C'est les choses qui sont très importantes. Donc, et ça, c'est une éducation parce que, comme on a dit, on vit dans un monde hyper visuel, hyper focalisé sur les images visuelles et on est aveuglé par les choses devant nous, par le visuel, parce que nos autres sens sont aveuglés et nos rapports et nos potentiels, c'est coupé. On ne va jamais aller la distance on peut faire, donc c'est très très important. Trouver sa voix par sa voix aussi, hein. Une autre voix qui va te parler, qui va nous parler, celle de Thierry Teboul. Bonjour Thierry. Bonjour, juste une remarque par rapport à ce que disait Didier. Je suis d'accord avec Didier sur le fait que sans doute que l'éducation est un point d'ancrage majeur pour pouvoir faire changer les choses. Je ne crois pas que l'entreprise n'ait pas de responsabilité dans l'histoire. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit d'ailleurs. Mais je ne crois pas que l'entreprise n'en ait pas. Et notamment dans ce qu'elle a à se poser comme challenge en matière de grammaire du recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être mal embarqué avec la question de la compétence. On est peut-être mal embarqué avec l'idée de la compétence sanction. Moi, je trouve qu'il y a des travaux intéressants sur la question de la capacité, par exemple, qui sont des sujets plus intéressants, qui nous feraient recruter autrement que sur « je suis capable de faire ça aujourd'hui », mais plutôt de quoi je serai capable demain. Et on ne voit pas ça dans les CV aujourd'hui. On voit maîtrise 2, on a même des curseurs. Vous voyez bien un peu l'iconographie qui accompagne les CV. Moi, je pense que ça nous oblige à réfléchir aujourd'hui à une nouvelle grammaire en la matière. Et ça réconcilierait le propos de Didier et celui de l'entreprise, je crois. Si Didier, t'en es d'accord, bien sûr. Oui, et en plus, ça rebondit, merci Thierry, sur ce que disait Enoch tout à l'heure sur les potentiels. Dernière question avant de... rapidement... Non, c'est vraiment 10 secondes, c'est pour compléter ce que vous dites. Moi, tout mon parcours a été... j'ai atterri, exemple, au CIFA, qui fait partie du groupe IGS. J'ai été recruté sur mon potentiel et certainement pas d'où je venais. J'ai atterri à l'ESSEC, c'était pas du tout d'où je venais, ni quoi que ce soit. C'était en misant sur mon potentiel. Ça a été que ça. Alors, justement, le potentiel. Alors, on va passer le micro, si tu veux bien, Frédéric. Déjà, Jean-Marie, il pose sa question. On embraye avec la question de Charles-Henri et puis réponse pour les deux questions. Rapidement, Jean-Marie Lambert, Veolia, maintenant 220 000 salariés un peu partout dans le monde et avec des métiers de main-d'œuvre, en particulier métiers de la propreté. Je ne vous fais pas un dessin, par exemple, Île-de-France, propreté, 35 nationalités. Donc, le vivre ensemble, on est bien obligé de le faire. Deux remarques. Première remarque, effectivement, l'école de l'entreprise qui est responsable. Je pense que la responsabilité de l'entreprise, pour faire le lien avec ce qu'avait dit Richard Malka, c'est de ne pas créer des victimes supplémentaires. L'image de marque de l'entreprise n'est pas toujours parfaite. Il ne faut pas se voiler la face. L'image de marque des DRH est loin d'être parfaite. Et donc notre responsabilité, c'est justement de faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble. C'est ça notre responsabilité. L'entreprise, c'est d'abord des contrats de travail qu'il faut respecter et éviter de créer des victimes. Et puis une petite anecdote. Une boîte internationale, l'avantage d'une boîte internationale, c'est que des pays peuvent servir d'exemple à d'autres. Une anecdote personnelle. Un jour, je vais au Texas, État des États-Unis, tout à fait célèbre pour sa libéralité. Et il y avait une initiative faite par le management américain, LGBT, avec des chars, des actions LGBT. Et le Texan que j'ai en face de moi, le directeur du Texas, me dit « Jean-Marie, je ne vous la fais pas en anglais, mon anglais est trop mauvais. Jean-Marie, qu'est-ce que c'est encore que ces conneries inventées par des libéraux français ?» LGBT, français. Je lui dis, non, c'est ton management à Boston qui a créé ça. Et le type me dit, ouais, ça m'étonne pas, c'est la Nouvelle-Angleterre. Donc il y a encore beaucoup de chemin, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a des pays qui étaient rétifs à toute l'affirmation des différences, et qui maintenant, par exemple, lorsqu'il y a eu les Gay Pride, les Anglais ont fait des chars d'entreprise, les Français aussi, et des pays inattendus. Il y a même à Hong Kong, je ne vous fais pas un dessin sur l'affirmation des libertés à Hong Kong, mais nos salariés de Hong Kong s'affirment. Et donc ça, je crois que dans les entreprises internationales, les pays peuvent servir d'exemple. Et avec beaucoup d'humilité, la vérité ne vient pas toujours des Français. Merci Jean-Marie. On va terminer avec Charles-Henri. Charles-Henri Bessard-Desor, professeur émérite HEC. Juste un tout petit témoignage. Ma fille, il y a 5 ans, annonce l'expérience d'Aliette.
se marie l'année dernière avec une femme franco-sénégalaise. Je dois vous dire, ça a été compliqué à annoncer à ma famille. 9 enfants, 8 frères et sœurs. 5 avaient fait quand même la marche contre le mariage pour tous, si vous voyez. Et une belle-sœur très homophobe. Donc ça a été un peu compliqué. Alors ce qui me surprend, et je termine avec ça, c'est que quand j'en parle à des trentenaires et en dessous, c'est complètement normal. Au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Et vous voyez, alors moi, j'ai l'espoir dans l'entreprise. J'espère que les DRH participent à ce mouvement de D&I de manière très, très active. Et je vois cette jeune génération qui s'est levée, rappelez-vous, sur les campus pour la planète, quand même. Il y a eu quand même des événements récents qui ont... Donc, je pense que la jeune génération va sur la bonne voie, se lève aussi pour la planète. Et bien, voilà, c'est un cri personnel. Parce que, effectivement, à titre personnel, j'ai été un tout petit peu surpris. Mais je la voyais, ça faisait des années que je voyais des tendances, et donc elle s'est mariée l'année dernière. Voilà. Merci Charles-Henri, merci à vous trois, merci Verity Smith, merci Enoch Effa, merci Aliette d'avoir été avec nous. Remets-toi bien et vite. Merci à vous trois. Passionnant, encore une fois.